L'automne de 2008 avait transformé les montagnes des Alpes de Haute-Provence en un tableau de couleurs cuivrées et dorées. Marcel Fontaine, un berger de 63 ans au visage tanné par des décennies d'exposition au soleil montagnard, suivait le même sentier qu'il empruntait depuis 40 ans pour surveiller ses brebis. Le vent froid de novembre sifflait entre les pins centenaires, apportant avec lui l'odeur caractéristique de la terre humide et des aiguilles de pin en décomposition. Ce matin-là, Marcel avait remarqué que plusieurs de ses brebis s'étaient éloignées vers une zone qu'il visitait rarement, les ruines d'un ancien refuge de bergers abandonné depuis les années 70. La structure en pierre, autrefois utilisée par les gardiens de troupeaux durant les mois d'été, était maintenant à moitié effondrée, envahie par la végétation sauvage et les ronces épineuses qui griffaient quiconque osait s'en approcher. En poussant les broussailles avec son bâton de marche, Marcel aperçut quelque chose d'inhabituel, près du mur nord du refuge. Un morceau de tissu bleu décoloré dépassait du sol, à moitié recouvert par des années d'accumulation de feuilles mortes et de terre. Sa curiosité naturelle de montagnard, habitué à repérer tout élément inhabituel dans son environnement familier, le poussa à s'agenouiller malgré la douleur dans ses genoux arthritiques. Ce qu'il dégagea avec précaution était un sac à dos de randonnée, manifestement ancien, dont le tissu synthétique avait résisté aux intempéries, mais portait les marques indéniables du temps. Le bleu vif d'origine était devenu pâle et délavé, les fermetures éclairs étaient rouillées, et des moisissures verdâtres tachaient plusieurs zones du sac. Marcel sentit son cœur s'accélérer lorsqu'il l'ouvrit avec difficulté. À l'intérieur, protégés par plusieurs couches de plastique imperméable, un geste qui avait sans doute sauvé leur contenu de la destruction complète, se trouvaient des objets qui semblaient appartenir à une autre époque. Des photographies aux couleurs passées montraient 3 jeunes gens souriants, probablement dans la vingtaine, posant devant différents paysages montagneux. Leurs vêtements et coupes de cheveux évoquaient clairement les années 90. Il y avait aussi plusieurs cassettes VHS dans leur boîtier en plastique noir, étiquetées à la main, avec des dates de juillet 1992, et un carnet à la couverture de cuir marron, gonflé par l'humidité. Marcel ouvrit le carnet avec des mains tremblantes. Les premières pages contenaient des notes de voyage normales, descriptions de paysages, horaires de bus, adresses d'auberges. Mais au fur et à mesure qu'il tournait les pages, l'écriture devenait plus désordonnée, les phrases plus courtes, presque frénétiques. Et puis, vers la fin du carnet, quelque chose qui lui glaça le sang malgré son expérience de montagnard endurci. Des pages entières étaient couvertes de symboles qu'il n'avait jamais vus auparavant. Ce n'était pas du français, ni de l'anglais, ni aucune langue européenne qu'il pouvait reconnaître. Les symboles étaient tracés avec une précision obsessionnelle, répétés encore et encore, formant des motifs qui semblaient presque hypnotiques. Certaines pages montraient des diagrammes complexes, des cercles interconnectés, des lignes qui se croisaient selon des angles précis. L'encre elle-même variait de couleur, bleu au début, puis noir, et sur les dernières pages, ce qui ressemblait étrangement à du rouge-brun. Marcel referma le carnet brusquement, un sentiment de malaise profond s'installant dans sa poitrine. Il connaissait ces montagnes mieux que quiconque, et il se souvenait vaguement d'histoires qu'on racontait au village, il y a longtemps, à propos de jeunes randonneurs qui avaient disparu. C'était avant l'ère d'Internet et des téléphones portables, une époque où disparaître dans les montagnes était encore tristement possible. Il rassembla soigneusement tous les objets, les replaça dans le sac à dos et entama la descente difficile vers le village de Saint-Martin-de-Belleville, le hameau le plus proche, situé à près de 2 heures de marche. Le poids du sac sur son dos semblait bien plus lourd que sa masse réelle, comme si les objets contenus portaient avec eux le poids de 16 années de mystère non résolu. Le village, niché dans une vallée étroite entre 2 sommets imposants, comptait à peine 400 habitants permanents. La gendarmerie locale, une petite structure en pierre avec son drapeau tricolore battant dans le vent d'automne, était tenue par le lieutenant Pierre Marchand, un homme dans la quarantaine qui avait été transféré dans la région seulement 3 ans auparavant.
Lorsque Marcel étala le contenu du sac sur le bureau du lieutenant, l'atmosphère dans la petite pièce changea immédiatement. Marchand, qui avait d'abord pensé qu'il s'agissait d'objets perdus ordinaires, se figea en voyant les dates sur les cassettes vidéo et les photographies. Il se dirigea vers une armoire métallique dans le coin de la pièce et en sortit plusieurs dossiers poussiéreux. Après plusieurs minutes de recherche, il trouva ce qu'il cherchait, un dossier jauni portant la mention « Personne disparue, 1992 ». À l'intérieur, 3 photos d'identité en noir et blanc montraient les mêmes visages que sur les photographies du sac à dos. Thomas Beaumont, 23 ans, de Lyon, Émilie Rousseau, 22 ans, de Marseille, et Antoine Mercier, 24 ans, de Bordeaux. 3 amis d'université qui avaient décidé de passer leurs vacances d'été à faire de la randonnée dans les Alpes. Le rapport de disparition était détaillé et douloureux à lire. Les parents avaient signalé leur absence le 28 juillet 1992, quand les 3 jeunes n'étaient pas rentrés de leur randonnée prévue de 5 jours. Les recherches avaient mobilisé plus de 100 personnes, gendarmes, pompiers, volontaires locaux, même des unités cynophiles spécialisées. On avait ratissé les montagnes pendant des semaines, vérifié chaque refuge, chaque sentier, chaque ravin accessible. Rien n'avait été trouvé, pas un vêtement, pas un équipement, aucune trace de campement. C'était comme s'il s'était évaporé dans l'air raréfié des montagnes. Marchand manipula le carnet aux symboles étranges avec une fascination mêlée d'inquiétude. Dans toute sa carrière, il n'avait jamais rien vu de semblable. Ces marques ne ressemblaient à rien de connu, ni alphabet runique, ni code cryptographique standard. Il y avait quelque chose d'obsessionnel dans la manière dont elles étaient tracées, une répétition presque maniaque qui suggérait une détérioration mentale progressive. Le lieutenant savait qu'il devait rouvrir l'affaire. Après 16 ans, les familles méritèrent des réponses. Mais en regardant ces symboles mystérieux, ces dernières pages du carnet où l'écriture devenait frénétique et désordonnée, il ne pouvait s'empêcher de se demander si les réponses qu'il trouverait seraient celles que tout le monde espérait. La nuit tombait sur Saint-Martin-de-Belleville et les montagnes environnantes projetaient leurs ombres longues et inquiétantes sur le village. Quelque part là-haut, dans ces sommets silencieux, se cachait la vérité sur ce qui était arrivé à 3 jeunes pleins d'espoir durant l'été 1992. Et cette vérité, Marchand le pressentait, allait se révéler bien plus troublante que n'importe qui aurait pu l'imaginer. Le lendemain matin, le bureau de la gendarmerie de Saint-Martin-de-Belleville s'était transformé en centre d'investigation improvisé. Le lieutenant Marchand avait contacté ses supérieurs à Gap dès l'aube, et l'affaire, dormante depuis 16 ans, était officiellement réouverte. L'excitation était palpable, mais tempérée par la gravité de la situation. Après tant d'années, les chances de retrouver les 3 jeunes en vie étaient inexistantes. La capitaine Sophie Durand, spécialiste des affaires non résolues basée à Marseille, avait fait le déplacement dans la nuit. C'était une femme de 42 ans, au regard perçant et à la réputation d'excellence dans les enquêtes complexes. Elle avait apporté avec elle un équipement que la petite gendarmerie locale ne possédait pas. Des scanners pour documents anciens, des produits chimiques pour révéler d'éventuelles traces invisibles, et surtout un technicien audiovisuel capable de restaurer et lire les vieilles cassettes VHS. Les photographies furent les premières à être analysées. Étalées sur une grande table, elles racontaient le début d'une aventure joyeuse et insouciante. On y voyait Thomas, le plus grand des 3, avec ses cheveux bruns mi-longs et son sourire confiant, devant la gare de Lyon avant le départ. Émilie, avec sa queue de cheval blonde et son appareil photo toujours en bandoulière, posant près d'un panneau indiquant « Parc national des Écrins ». Antoine, le plus réservé selon les témoignages d'époque, immortalisé en train de consulter une carte topographique, son éternelle casquette rouge sur la tête. Les premières photos montraient des paysages typiques des Alpes, prairies alpines parsemées de fleurs sauvages, torrents de montagnes aux eaux cristallines, refuges pittoresques où ils avaient manifestement passé leur première nuit. Tout semblait normal, presque banal. Mais Sophie remarqua un détail troublant dans les photographies datées du 23 juillet, 4 jours avant leur disparition signalée.
Sur plusieurs clichés, en arrière-plan d'Émilie souriant devant un lac de montagne, on distinguait une silhouette floue. Un homme, seul, qui semblait observer le groupe depuis une distance considérable. Sophie demanda des agrandissements. La qualité des photographies analogiques de 1992 ne permettait pas d'identifier le visage, mais la posture était claire. Cette personne ne faisait pas qu'emprunter le même sentier par hasard. Sur 3 photos prises à des moments différents durant au moins 2 heures, la même silhouette apparaissait, toujours à distance, toujours observant. Pendant ce temps, le technicien audiovisuel, un jeune homme nommé Lucas, avait installé son équipement pour tenter de récupérer le contenu des cassettes VHS. L'humidité avait endommagé les bandes magnétiques, mais pas au point de les rendre totalement inutilisables. Il commença par la première cassette, étiquetée « Jour 1-3, Lyon à Montagne ». Les images apparurent sur l'écran, tremblotantes et marquées par le temps. On y voyait Thomas tenant la caméra, filmant leurs préparatifs de départ. Sa voix, conservée après toutes ces années, résonnait étrangement dans le bureau silencieux. Il plaisantait sur la quantité excessive de matériel qu'Émilie avait emporté, sur l'itinéraire ambitieux qu'Antoine avait planifié. C'étaient des jeunes gens ordinaires, pleins de vie et d'enthousiasme, inconscients du destin qui les attendait. Les séquences vidéo suivaient leur progression à travers les montagnes. On les voyait installer leur tente le premier soir, cuisiner sur un réchaud de camping, rire autour d'un feu de camp. Le deuxième jour montrait leur ascension vers des altitudes plus élevées, les paysages devenant progressivement plus austères et rocheux. Le troisième jour, quelque chose changea. Sophie se pencha vers l'écran. La caméra, tenue par Émilie cette fois, filmait un sentier étroit longeant une falaise abrupte. Antoine marchait devant, consultant fréquemment sa carte. Soudain, il s'arrêta net et pointa quelque chose hors champ. La caméra pivota maladroitement, et pendant quelques secondes floues, on distinguait ce qui ressemblait à une structure artificielle, des poteaux en bois délabrés formant une sorte d'enclos ou de barrière, manifestement très ancien et envahi par la végétation. La voix d'Antoine, assourdie par le vent capté par le microphone, disait quelque chose à propos de « ne pas être sur la carte ». Thomas répondait qu'il devrait vérifier. La séquence s'interrompait brusquement, comme si quelqu'un avait appuyé accidentellement sur le bouton d'arrêt. La cassette suivante était étiquetée « Jour 4-5, découverte ». Lucas l'inséra avec précaution dans le lecteur. Cette fois, l'atmosphère dans les vidéos était différente. Le ton joyeux avait disparu. On voyait des images tremblantes d'une zone de montagne plus dense en végétation, inhabituelle pour cette altitude. Des séquences montraient ce qui semblait être les restes d'anciennes constructions, des murs de pierre effondrés, des poutres en bois pourri, ce qui ressemblait à une ancienne forge ou atelier, reconnaissable au reste d'une enclume rouillée. Thomas filmait maintenant avec une nervosité palpable. La caméra capturait Émilie et Antoine, explorant ce qui était manifestement un ancien site minier ou une installation industrielle abandonnée, probablement datant du XIXe siècle, quand l'exploitation minière était courante dans ces régions. Mais quelque chose dans ce lieu semblait profondément dérangeant. Sur un mur de pierre encore partiellement debout, la caméra fit un gros plan sur des marques gravées, et Sophie sentit son sang se glacer. C'étaient les mêmes symboles que ceux trouvés dans le carnet, des cercles interconnectés, des lignes géométriques, des formes qui ne correspondaient à aucun alphabet connu. Ils étaient gravés profondément dans la pierre, manifestement très anciens, érodés par des décennies d'exposition aux éléments. La voix d'Émilie, teintée d'une inquiétude croissante, se demandait à haute voix si c'était une ancienne langue locale ou un code utilisé par les mineurs. Antoine suggérait qu'il devrait faire demi-tour, que cet endroit lui donnait un mauvais pressentiment. Mais Thomas, toujours le plus aventureux, insistait pour explorer davantage. La séquence suivante montrait l'intérieur d'une structure partiellement effondrée. L'obscurité était presque totale, uniquement percée par la lumière de leur lampe frontale. Les murs étaient couverts de moisissures noires, et l'air semblait épais et stagnant même à travers l'écran. Et là, dans ce qui ressemblait à une chambre ou un espace de repos, ils trouvèrent quelque chose qui les figea tous. Des objets personnels étaient dispersés sur le sol,
Des vêtements en lambeaux, des outils rouillés et surtout, plusieurs carnets similaires à celui retrouvé dans le sac à dos. La caméra s'approchait de l'un d'eux, ouvert sur une page couverte des mêmes symboles mystérieux. Les pages étaient jaunies et cassantes, datant manifestement de plusieurs décennies, peut-être même d'un siècle. C'est à ce moment que quelque chose d'extraordinaire se produisit sur la vidéo. Un bruit sourd et profond résonna dans la structure, faisant sursauter les trois jeunes. La caméra tombait au sol, filmant un angle étrange du plafond, pendant qu'on entendait des voix paniquées et des bruits de course précipités. Des cris de « sortez vite » et la structure s'effondre remplissaient la bande sonore. Puis l'écran devenait noir. Marchand et Sophie échangèrent un regard grave. La cassette continuait de tourner, mais il n'y avait plus que du noir et des bruits assourdis, comme si la caméra était dans un sac ou avait été enterrée sous des débris. Après plusieurs minutes d'obscurité totale, l'enregistrement s'arrêtait définitivement. Sophie prit le carnet retrouvé dans le sac à dos et l'ouvrit à nouveau, cette fois avec une attention méticuleuse. Les premières pages, écrites de la main d'Émilie selon l'analyse graphologique rapide, décrivaient leur découverte du site abandonné avec un mélange de fascination et d'inquiétude. Elle mentionnait avoir trouvé au moins 5 carnets anciens, tous remplis de ces symboles étranges, et se demandait si cela pouvait avoir une valeur historique ou archéologique. Puis à partir du 25 juillet, l'écriture changeait. Ce n'était plus Émilie, mais Antoine qui prenait le relais. Ses notes devenaient progressivement plus fragmentées. Il décrivait des difficultés à retrouver le sentier principal, des problèmes avec les boussoles qui donnaient des lectures contradictoires, et surtout un sentiment d'être observé constamment. Il mentionnait que Thomas était parti en reconnaissance seul et n'était revenu qu'après plusieurs heures, étrangement silencieux et distant. Les dernières entrées en français, datées du 26 juillet, étaient troublantes. Antoine écrivait « Thomas a insisté pour retourner à ce site. Il dit qu'il doit comprendre les symboles. Émilie ne veut pas y aller, moi non plus, mais il semble obsédé, changé. Nous avons décidé de redescendre demain, avec ou sans lui. » Après cette entrée, il n'y avait plus de mots français, seulement les symboles, page après page, tracés avec une précision qui contrastait avec l'écriture de plus en plus désordonnée. Et sur les dernières pages, quelque chose qui glaça Sophie jusqu'aux os. Des phrases fragmentées en français, à moitié effacées, mélangées aux symboles. « Ne peut pas partir. Il nous regarde. Les murs parlent. » L'analyse du carnet allait demander l'intervention d'experts en langues anciennes et en cryptographie. Mais déjà, Sophie comprenait qu'il n'était pas face à une simple affaire de randonneur perdu. Quelque chose s'était passé dans ces montagnes en 1992, quelque chose qui avait profondément affecté ces trois jeunes gens durant leurs derniers jours. Elle décida que le lendemain, dès l'aube, une équipe monterait jusqu'au refuge abandonné où le sac avait été trouvé et tenterait de localiser le site mystérieux visible sur les vidéos. Après 16 ans, il était temps de découvrir ce qui s'était réellement passé dans les montagnes des Alpes de Haute-Provence durant l'été 1992. L'équipe de recherche se rassembla avant l'aube dans le froid piquant de novembre. Sophie Durand avait réussi à mobiliser 8 personnes, 4 gendarmes de montagne expérimentés, 2 techniciens de scène de crime, Marcel Fontaine comme guide local et elle-même. Le lieutenant Marchand coordonnerait les opérations depuis le village. Maintenant, un contact radio constant avec l'équipe sur le terrain. Le brouillard matinal enveloppait encore les sommets lorsqu'ils commencèrent leur ascension. Marcel ouvrait la marche, son bâton de berger tapant rythmiquement sur le sol rocailleux. Malgré son âge, il connaissait chaque pierre, chaque virage du sentier. Les gendarmes suivaient en formation serrée, leurs sacs à dos chargés d'équipements de fouille et de documentation. Sophie fermait la marche, son esprit tournant sans cesse autour des éléments troublants qu'ils avaient découverts la veille. Pendant la nuit, elle avait relu l'intégralité du dossier original de 1992. Les témoignages des dernières personnes à avoir vu les 3 jeunes vivants étaient concordants. Ils avaient quitté le refuge du col de la Vanoise le matin du 23 juillet, annonçant leur intention de rejoindre le refuge du plan du lac 3 jours plus tard.
Il n'y était jamais arrivé. Les recherches de l'époque s'étaient concentrées sur l'itinéraire prévu, ratissant méthodiquement chaque secteur entre les deux refuges. Personne n'avait pensé à chercher plus au nord, dans la zone où Marcel avait trouvé le sac à dos, une région considérée comme hors de tout sentier balisé, impraticable pour des randonneurs ordinaires. Après 3 heures de marche difficile, ils atteignirent les ruines du vieux refuge, où le sac avait été découvert. La structure était encore plus délabrée que Sophie ne l'avait imaginé. Les murs de pierre s'effondraient par sections entières, le toit avait complètement disparu et la végétation avait repris ses droits, transformant l'endroit en une sorte de jardin sauvage aux allures fantomatiques. Les techniciens établirent un périmètre de recherche méthodique autour du refuge. Ils utilisèrent des détecteurs de métaux et des sondes pour fouiller le sol, cherchant d'autres objets qui auraient pu être enterrés ou cachés. Pendant ce temps, Sophie et 2 gendarmes exploraient l'intérieur de la structure, photographiant chaque centimètre carré, recherchant des traces de présence humaine qui auraient survécu à 16 années d'exposition aux éléments. Dans un coin protégé par un surplomb de pierre, Sophie découvrit quelque chose que Marcel avait manqué, des restes de tissus synthétiques décolorés et pourris, qui ressemblaient à des fragments d'une tente de camping. À proximité, des morceaux de métal oxydé qui étaient probablement les armatures de cette même tente. Elle appela immédiatement les techniciens. L'analyse préliminaire confirma qu'il s'agissait bien d'équipements de camping datant des années 90. Plus troublant encore, en creusant délicatement sous ces débris, ils découvrirent un sac de couchage en lambeaux et, à l'intérieur, des vêtements. Un jean délavé, un pull en laine rouge mangé par les mites et une casquette, rouge elle aussi, décolorée mais reconnaissable. La casquette d'Antoine, celle qu'il portait sur les photographies. Sophie sentit son estomac se serrer. Ils avaient trouvé la preuve que les 3 jeunes étaient bienvenus ici, qu'ils avaient campé dans ce refuge abandonné. Mais pourquoi ? C'était à plus de 15 kilomètres de leur itinéraire prévu, dans une direction qui n'avait aucun sens pour des randonneurs tentant de rejoindre le refuge du plan du lac. Marcel s'approcha, son visage ridé, marqué par la concentration. Il examina les environs avec l'œil expert d'un homme qui avait passé sa vie entière dans ces montagnes. Puis il pointa vers le nord-est, vers une zone densément boisée qui grimpait le long d'une pente abrupte. « Par là !» dit-il d'une voix rauque. « Il y a une vieille zone minière abandonnée depuis le début du XXe siècle. Mon grand-père m'en parlait quand j'étais enfant. On disait qu'il ne fallait jamais y aller, que les tunnels étaient instables et dangereux. » Sophie se rappela les images de la vidéo, la forge abandonnée, les structures effondrées, les symboles gravés sur les murs. « C'est loin ?» Marcel haussa les épaules. 1 heure de marche, peut-être 2, mais il n'y a pas de sentier. Et le terrain est traître, plein de trous cachés et d'éboulis. L'équipe se prépara pour cette nouvelle étape. Ils laissèrent un gendarme au refuge pour continuer les fouilles et sécuriser la zone, puis suivirent Marcel à travers la forêt dense. Les arbres ici étaient plus anciens, plus imposants, leurs branches créant un canopé épaisse qui plongeait le sous-bois dans une pénombre permanente. Le sol était couvert d'une épaisse couche de mousse humide et d'aiguilles de pin qui rendaient chaque pas incertain. Plus ils avançaient, plus Sophie ressentait un malaise croissant. L'atmosphère dans cette forêt était oppressante, le silence presque total à l'exception du bruit de leurs pas et de leur respiration. Les oiseaux eux-mêmes semblaient éviter cet endroit. L'air était chargé d'une odeur de décomposition et de terre humide qui s'accrochait à la gorge. Après presque 2 heures de progression difficile, Marcel s'arrêta et leva la main. Devant eux, la forêt s'ouvrait sur une clairière artificielle, le résultat de décennies d'exploitation minière qui avait dépouillé le terrain de toute végétation naturelle. Et au centre de cette clairière se trouvaient les ruines que Sophie avait vues sur la vidéo. Le site était plus étendu qu'elle ne l'avait imaginé.
Une douzaine de structures effondrées s'étalaient sur près d'un hectare, reliées par ce qui avait été autrefois des chemins de terre battus, maintenant envahis par les herbes folles et les arbustes épineux. Des rails rouillés, vestiges d'un ancien système de transport de minerais, serpentaient entre les bâtiments comme des veines métalliques noircies. Des monticules de débris rocheux, probablement extraits des tunnels miniers, formaient des collines artificielles autour du périmètre. Sophie donna l'ordre d'établir un camp de base et de procéder à une exploration méthodique. Les gendarmes de montagne commencèrent par sécuriser les structures les plus dangereuses, identifiant celles qui risquaient de s'effondrer complètement. Les techniciens installèrent leur équipement de documentation, photographiant chaque bâtiment sous tous les angles. Ce qui frappa immédiatement Sophie, c'était l'omniprésence des symboles. Ils n'étaient pas seulement sur le mur que la vidéo avait montré, ils étaient partout, gravés sur les pierres, peints sur les poutres en bois qui n'avaient pas encore complètement pourri, même creusés dans le sol rocheux à certains endroits. Il y avait des centaines, peut-être des milliers de ces marques mystérieuses, formant des motifs complexes qui semblaient se répéter selon une logique indéchiffrable. Marcel, qui était resté silencieux depuis leur arrivée sur le site, s'approcha de Sophie. Son visage était pâle, ses mains tremblaient légèrement. « Ma grand-mère me racontait une histoire, dit-il d'une voix basse, comme s'il craignait d'être entendu. À propos des mineurs qui travaillaient ici, au début du siècle dernier. On disait qu'ils avaient trouvé quelque chose dans les tunnels, quelque chose qui les avait changés. Ils avaient commencé à graver ces marques partout, à délirer sur des voix qu'ils entendaient dans les profondeurs. La mine a été fermée brutalement en 1911. Et tous les mineurs ont été évacués vers l'asile départemental. Je pensais que c'était juste une vieille légende pour effrayer les enfants. » Sophie sentit un frisson parcourir sa colonne vertébrale. Une exposition prolongée à certains minéraux ou gaz pouvait effectivement causer des hallucinations et des troubles mentaux. Le mercure, par exemple, ou le monoxyde de carbone s'accumulant dans des tunnels mal ventilés. Cela expliquerait le comportement étrange des mineurs au début du siècle. Mais cela expliquerait-il aussi ce qui était arrivé aux 3 jeunes en 1992 ? Un des gendarmes appela depuis une des structures les mieux préservées, ce qui semblait avoir été le bâtiment administratif ou le logement du contremaître. Sophie et l'équipe se précipitèrent à l'intérieur. L'espace était étonnamment intact, protégé par des murs épais et un toit qui, bien que partiellement effondré, avait tenu suffisamment longtemps pour protéger l'intérieur des pires intempéries. Sur une table en bois rongée par les vers, mais encore debout, ils trouvèrent exactement ce que la vidéo avait montré, plusieurs carnets anciens, leurs couvertures en cuir craquelées et décolorées. Sophie en ouvrit un avec précaution, utilisant des gants de latex. Les pages étaient jaunies et fragiles, mais l'encre avait résisté au temps. Et là, page après page, se trouvaient les mêmes symboles qui couvraient maintenant le carnet retrouvé dans le sac à dos d'Émilie. Mais ce n'était pas tout. À côté des carnets se trouvait un journal de bord officiel datant de 1910-1911. Sophie le feuilleta avec précaution. Les premières entrées étaient professionnelles et factuelles. Production quotidienne de minerais, conditions de travail, incidents mineurs. Puis, à partir de janvier 1911, le ton changeait radicalement. Le contremaître, un certain Henri Blanc, décrivait des comportements étranges parmi les ouvriers. Plusieurs mineurs se plaignaient d'entendre des murmures dans les tunnels les plus profonds. Des sons qui n'étaient ni le vent ni l'eau, mais quelque chose d'autre, quelque chose qui semblait presque former des mots. Blanc avait d'abord attribué cela à la fatigue et aux conditions de travail difficiles. Mais ensuite, les mineurs avaient commencé à graver les symboles. L'entrée du 15 février 1911 était particulièrement troublante. Blanc écrivait « 3 hommes refusent de sortir du tunnel numéro 7. Ils disent qu'ils doivent comprendre le message. Quand nous les avons forcés à remonter, ils étaient dans un état second, murmurant dans une langue que personne ne reconnaît. Le docteur Renaud suggère une intoxication possible, mais les tests ne montrent rien d'anormal.
J'ai ordonné la fermeture temporaire du tunnel 7. Les entrées suivantes devenaient de plus en plus frénétiques. D'autres mineurs commençaient à présenter les mêmes symptômes. Obsession pour les symboles, comportement distant, refus de quitter la mine même pendant leur temps de repos. Le 3 mars 1911, Blanc écrivait que lui-même entendait maintenant les murmures. Le 10 mars, la moitié de son journal était couverte de ces mêmes symboles, intercalés avec des phrases en français de plus en plus incohérentes. La dernière entrée, datée du 18 mars 1911, était presque illisible. L'écriture tremblante et désordonnée. Ils veulent que nous comprenions. Les tunnels ne sont pas seulement notre œuvre. Il y avait quelque chose ici avant nous, quelque chose d'ancien. Les symboles ne sont pas un langage. Ce sont des instructions, des avertissements. Je ne sais plus. Je dois descendre. Je dois voir par moi-même. Après cette entrée, le journal était vierge. Sophie ferma le volume avec précaution, son esprit tournant à toute vitesse. Une intoxication au gaz ou à un minéral toxique était l'explication la plus rationnelle. Mais quelque chose la dérangeait dans cette hypothèse. Pourquoi tous les affectés traçaient-ils exactement les mêmes symboles? Une hallucination collective ne produisait généralement pas des motifs aussi cohérents et répétitifs. Un cri soudain la tira de ses réflexions. Un des techniciens qui explorait la périphérie du site appelait avec urgence. L'équipe se précipita vers lui. Il se tenait près d'une ouverture dans le sol, partiellement cachée par la végétation, l'entrée d'un des tunnels miniers. Et près de cette entrée, coincée entre deux rochers, se trouvait un autre objet qui glaça le sang de Sophie. C'était un appareil photo, un modèle analogique des années 90, son boîtier en plastique fissuré mais reconnaissable, l'appareil d'Émilie, celui qu'elle portait en bandoulière sur toutes les photographies. Les techniciens le récupérèrent avec précaution et l'ouvrirent. À l'intérieur, miraculeusement protégé de l'humidité par le boîtier hermétique, se trouvait encore une pellicule photo. Sophie donna immédiatement des instructions pour que la pellicule soit transportée au laboratoire le plus proche capable de la développer. Mais elle savait déjà ce qu'ils allaient trouver. Les dernières images des trois jeunes, probablement prises juste avant que quelque chose ne tourne terriblement mal. En attendant les résultats, Sophie décida d'explorer prudemment l'entrée du tunnel. Les gendarmes de montagne installèrent un système d'éclairage temporaire et des cordes de sécurité. L'ouverture était étroite, à peine assez large pour qu'une personne puisse s'y faufiler, et descendait en pente raide dans l'obscurité totale. L'air qui s'en échappait était froid et chargé d'une odeur de terre humide et de minéraux. Sophie attacha une corde de sécurité autour de sa taille et commença la descente, accompagnée d'un gendarme expérimenté nommé Julien Moreau. Leurs lampes frontales perçaient difficilement l'obscurité dense du tunnel. Les parois étaient rugueuses, taillées à la main avec des outils du début du XXe siècle et couvertes d'une humidité suintante qui rendait chaque prise glissante. Après une descente de peut-être 15 mètres, le tunnel s'élargissait en une sorte de chambre souterraine. Et là, dans la lumière de leurs lampes, Sophie vit quelque chose qui confirma ses pires craintes. Le sol de la chambre était jonché d'objets, des restes de matériel de camping moderne, un réchaud portable, des emballages de nourriture déshydratée, et surtout 2 autres sacs de couchage, disposés côte à côte contre le mur du fond. Julien s'approcha avec précaution des sacs de couchage. Son visage se crispa et il fit signe à Sophie de ne pas approcher davantage. Mais c'était trop tard. Elle avait déjà vu. Dans chaque sac de couchage se trouvaient des restes humains, réduits par le temps et les conditions environnementales à des squelettes partiellement préservés, encore vêtus des lambeaux de leurs vêtements. Sophie força son esprit professionnel à reprendre le dessus malgré l'horreur de la découverte. Elle documenta soigneusement la scène avec son appareil photo, notant la position exacte de chaque élément. Les corps semblaient avoir été disposés délibérément, presque paisiblement, comme si les personnes s'étaient simplement allongées pour dormir et n'avaient jamais plus bougé. Il n'y avait aucun signe de violence, aucune trace de lutte. Près des sacs de couchage, elle remarqua d'autres objets, une montre-bracelet au mécanisme arrêté depuis longtemps, montrant une date indéchiffrable.
Un portefeuille en cuir dont le contenu s'était désintégré, mais qui conservait encore une carte d'identité plastifiée. Sophie la tourna vers la lumière et sentit sa gorge se serrer. Le visage d'Émilie Rousseau, jeune et souriant sur la photo d'identité de 1990, la regardait à travers le plastique jauni. L'autre corps devait être celui d'Antoine. Mais où était Thomas? Sophie scruta la chambre souterraine avec sa lampe. Le tunnel continuait au-delà de la chambre, s'enfonçant encore plus profondément dans la montagne. Contre son instinct, qui lui criait de remonter immédiatement, elle décida d'explorer un peu plus loin. Le tunnel rétrécissait à nouveau, forçant Sophie et Julien à avancer courbés. Les parois étaient maintenant entièrement couvertes des symboles mystérieux, gravés avec une frénésie obsessionnelle qui déformait la roche elle-même. Certains symboles étaient si profondément creusés qu'ils semblaient avoir nécessité des heures de travail acharné. D'autres étaient tracés avec quelque chose qui ressemblait à du charbon de bois ou peut-être même du sang séché. Après 50 mètres de progression claustrophobique, le tunnel débouchait sur une autre chambre, plus petite que la première. Et là, Sophie découvrit Thomas, ou plutôt, ce qu'il restait de lui. Son corps était affalé contre le mur du fond, dans une position qui suggérait qu'il était mort pendant qu'il gravait encore des symboles sur la pierre. Ses doigts osseux tenaient encore un morceau de roche pointue qu'il avait utilisé comme outil de gravure. Le mur devant lui était entièrement recouvert de symboles, formant un motif complexe et apparemment complet, comme s'il avait finalement réussi à transcrire quelque chose d'important. Sophie photographia tout méticuleusement, luttant contre la nausée et le vertige causés par l'air vicié du tunnel. Elle remarqua que, contrairement aux deux autres corps qui semblaient paisibles, celui de Thomas montrait des signes d'épuisement extrême. Ses vêtements étaient en lambeaux, ses ongles cassés et ensanglantés d'avoir gratté la roche. Il avait manifestement passé ses derniers jours, peut-être même semaines, à graver obsessionnellement ces symboles, négligeant tout le reste, nourriture, eau, repos. Julien toucha l'épaule de Sophie. « On doit sortir. L'air ici est dangereux. Je commence à avoir mal à la tête. » Sophie acquiesça. Ils avaient trouvé les trois jeunes, mais les réponses qu'ils cherchaient semblaient encore plus éloignées. Ils remontèrent lentement vers la surface, émergeant finalement dans la lumière déclinante de l'après-midi. L'air frais de la montagne n'avait jamais semblé aussi bon. Sophie contacta immédiatement Marchand par radio. « Nous les avons trouvés, les trois. Décédés depuis longtemps. Envoyez une équipe médico-légale complète et contactez les familles. Après 16 ans, ils méritent enfin de savoir. » Mais même en prononçant ces mots, Sophie savait que la vraie question restait sans réponse. Qu'est-ce qui avait poussé trois jeunes gens sains d'esprit à s'enfermer volontairement dans un tunnel souterrain? Qu'est-ce qui avait transformé Thomas en une créature obsédée, gravant des symboles incompréhensibles jusqu'à son dernier souffle? Et surtout, pourquoi exactement les mêmes symboles que ceux tracés par des mineurs déments presque un siècle auparavant? Alors que le soleil se couchait sur les montagnes des Alpes de Haute-Provence, jetant de longues ombres sur le site minier abandonné, Sophie regardait les symboles gravés partout autour d'elle et se demandait si certaines questions n'étaient pas destinées à rester sans réponse. Les semaines suivant la découverte des corps furent intenses et douloureuses. Les familles des trois jeunes, qui avaient vécu 16 ans dans l'incertitude cruelle du disparu, devaient maintenant faire face à la réalité définitive de leur mort. Les funérailles eurent lieu séparément dans 3 villes différentes, Lyon, Marseille et Bordeaux, permettant enfin aux parents et amis de faire leur deuil. Sophie Durand ne put assister à aucune d'entre elles. Elle était entièrement absorbée par l'enquête qui prenait des dimensions de plus en plus complexes. Le laboratoire médico-légal de Marseille avait reçu les restes des 3 jeunes, et les conclusions préliminaires soulevaient plus de questions qu'elles n'apportèrent de réponses. Le docteur Catherine Blanc, médecin légiste en chef, avait convoqué Sophie dans son bureau un matin de décembre particulièrement froid. Catherine était une femme de 55 ans, réputée pour son professionnalisme impeccable et son refus de spéculer au-delà des faits scientifiques. Mais ce jour-là, Sophie pouvait voir une inquiétude inhabituelle dans ses yeux.
Les causes exactes du décès sont difficiles à déterminer après tant d'années, commença Catherine, manipulant ses dossiers avec une précision chirurgicale. Cependant, plusieurs éléments sont clairs. Émilie Rousseau et Antoine Mercier sont morts approximativement au même moment, probablement entre le 28 et le 30 juillet 1992, soit 3 à 5 jours après leur dernière observation confirmée. La cause la plus probable est l'hypothermie combinée à la déshydratation et à la malnutrition. Sophie fronça les sourcils. Mais ils avaient du matériel de camping, de la nourriture. Exactement, répondit Catherine. C'est l'un des aspects troublants. Nous avons trouvé des restes de nourriture déshydratée dans leur sac à dos, non consommés. Des gourdes d'eau encore partiellement pleines. Ils avaient les moyens de survivre, mais pour une raison quelconque, ils ont cessé de prendre soin d'eux-mêmes. Comme s'ils avaient tout simplement arrêté. Elle ouvrit un autre dossier, celui concernant Thomas Beaumont. Ce cas est encore plus étrange. D'après l'état de décomposition et les analyses ostéologiques, Thomas a survécu plusieurs jours, peut-être même une semaine, après le décès de ses 2 compagnons. Son corps montre des signes de malnutrition extrême et d'épuisement physique sévère. Mais ce qui est vraiment troublant, ce sont ses mains. Catherine plaça devant Sophie des photographies détaillées des ossements des mains de Thomas. Regardez les phalanges, les métacarpes. Vous voyez ces microfractures répétées, ces abrasions sur les os eux-mêmes? Cet homme a gratté et gravé la roche pendant des heures, des jours, au point que la chair de ses doigts s'est littéralement usée jusqu'à l'os. Et il a continué. La douleur devait être insupportable, mais il a continué. Sophie sentit sa nausée revenir. Une obsession. Quelque chose l'a poussé à graver ces symboles malgré tout. Il y a autre chose, ajouta Catherine avec hésitation. Nous avons effectué des analyses toxicologiques sur les tissus préservés et les cheveux retrouvés. Nous cherchions des traces de substances hallucinogènes, de métaux lourds, de gaz toxiques, tout ce qui pourrait expliquer un comportement aussi irrationnel. Elle marqua une pause, comme si elle hésitait à continuer. Nous n'avons rien trouvé. Aucune trace de toxine, aucun poison, aucune substance psychoactive. D'un point de vue toxicologique, ces 3 personnes étaient parfaitement saines au moment de leur mort, mis à part la malnutrition et la déshydratation qu'ils s'étaient eux-mêmes infligées. Sophie se cala dans sa chaise, frustration et perplexité mêlées. Donc, vous me dites que 3 jeunes adultes en bonne santé, équipés pour survivre, se sont volontairement enfermés dans un tunnel souterrain et se sont laissés mourir sans aucune raison médicale ou toxicologique, et que l'un d'eux a passé ses derniers jours à se détruire les mains en gravant des symboles sur de la pierre. C'est exactement ce que les preuves physiques nous disent, confirma Catherine. Je sais que cela ne correspond à aucun modèle psychiatrique standard, mais c'est ce qui s'est passé. Pendant ce temps, au laboratoire de recherche archéologique et historique de Lyon, une équipe de linguistes et de cryptographes s'attelait à décoder les symboles mystérieux. Le professeur Jean-Marc Dubois, spécialiste des langues anciennes et des systèmes d'écriture, dirigeait l'effort. Sophie lui avait fourni des milliers de photographies haute résolution des symboles, ceux des carnets anciens, ceux du carnet retrouvé dans le sac à dos et ceux gravés dans le tunnel et sur le site minier. Lorsque Sophie lui rendit visite 2 semaines après le début de son analyse, Dubois semblait avoir vieilli de 10 ans. Ses yeux étaient cernés, ses cheveux gris en désordre, et son bureau était jonché de papiers couverts de transcriptions et de diagrammes. « Capitaine Durand » dit-il en la voyant entrer, « je ne suis pas certain que vous vouliez entendre ce que j'ai découvert, ou plutôt ce que je n'ai pas découvert. » Il la guida vers un grand tableau blanc couvert de symboles organisés en colonnes et en rangées. J'ai d'abord pensé qu'il s'agissait d'une langue codée ou d'un système d'écriture ancien que nous n'avions pas encore catalogué. J'ai comparé ces symboles à toutes les écritures connues, cunéiformes, hiéroglyphes égyptiens, alphabet runique, systèmes d'écriture asiatique anciens, même des codes cryptographiques modernes. Aucune correspondance. Il pointa vers plusieurs symboles particuliers. Ensuite, j'ai cherché des patterns, une structure grammaticale, des répétitions qui suggéreraient une syntaxe.
Et c'est là que ça devient vraiment étrange. Il y a définitivement une structure. Ces symboles ne sont pas aléatoires. Ils suivent des règles, ils se combinent selon des patterns cohérents. Mais, il s'arrêta, cherchant ses mots, ce n'est pas un langage au sens traditionnel. C'est plus comme des instructions. Ou plutôt, comme si quelqu'un essayait de transcrire quelque chose qu'il entend, quelque chose qui n'est pas fait pour être écrit. Sophie fronça les sourcils. Je ne suis pas sûr de comprendre. Dubois prit un des carnets anciens, celui du contremaître Henri Blanc. Regardez comment les symboles évoluent dans ce carnet. Au début, ils sont hésitants, incomplets, puis, page après page, ils deviennent plus assurés, plus complexes. C'est comme si la personne qui les écrivait apprenait progressivement comment les transcrire correctement. Il ouvrit maintenant le carnet d'Émilie. Et voyez ici, exactement le même pattern d'évolution, des symboles hésitants au début, puis de plus en plus élaborés. Et si vous comparez les dernières pages de Blanc en 1911 avec les dernières pages d'Émilie en 1992, ce sont pratiquement identiques, comme s'ils avaient tous les deux atteint le même point final dans leur apprentissage. Sophie sentit un frisson parcourir son échine. Vous suggérez qu'ils transcrivaient tous quelque chose qu'ils entendaient ? Les murmures mentionnés par Blanc dans son journal? Je suggère, répondit Dubois prudemment, que nous sommes face à quelque chose qui ne rentre dans aucune catégorie que je connais, et j'ai passé 35 ans à étudier tous les systèmes de communication humains connus. Il montra à Sophie une série de photographies des symboles gravés dans le tunnel, ceux que Thomas avait tracés jusqu'à son dernier souffle. Ceci est particulièrement troublant. Ces symboles forment ce qui semble être une séquence complète, comme si Thomas avait finalement réussi à transcrire l'intégralité de quoi que ce soit qu'il essayait de capturer. C'est comme un message complet. « Pouvez-vous le traduire ?» demanda Sophie avec espoir. Dubois secoua la tête. « Non, je peux voir qu'il y a une structure, une progression logique. Mais je ne peux pas vous dire ce que cela signifie. C'est comme regarder une partition musicale dans un système de notation que personne n'a jamais vu. Vous pouvez voir qu'il y a des notes, un rythme, une composition, mais vous ne pouvez pas jouer la musique. » Sophie quitta le laboratoire plus troublée qu'en arrivant. Elle décida de retourner sur le site minier une dernière fois avant que les autorités ne le scellent définitivement. Les géologues avaient confirmé que les tunnels étaient structurellement instables et représentaient un danger public. L'entrée serait bétonnée et le site entier déclaré zone interdite. Elle fit le voyage seule cette fois, par une froide journée de décembre, où les montagnes étaient déjà couvertes de neige fraîche. Le site minier, enseveli sous un manteau blanc, semblait encore plus fantomatique que lors de sa première visite. Les symboles gravés sur les structures exposées étaient maintenant partiellement cachés par la neige, créant des patterns étranges et hypnotiques. Sophie se tenait devant l'entrée du tunnel, celle où ils avaient trouvé les corps. Une équipe d'ouvriers viendrait le lendemain pour la sceller définitivement. Elle alluma sa lampe frontale et descendit une dernière fois, sachant qu'après aujourd'hui, personne ne reverrait jamais cet endroit. La chambre souterraine où Émilie et Antoine avaient été trouvés était maintenant vide, leurs restes ayant été transférés au laboratoire puis aux familles pour l'enterrement. Mais l'atmosphère oppressante demeurait, comme si quelque chose d'invisible pesait sur l'air même. Sophie continua vers la chambre plus profonde, celle où Thomas avait passé ses derniers jours. Elle se tenait devant le mur couvert de symboles qu'il avait gravés avec ses doigts ensanglantés, et pour la première fois, elle essaya de vraiment les regarder, pas pour les comprendre intellectuellement, mais pour simplement les observer, les patterns, les répétitions, la manière dont ils s'enchaînaient les uns les autres. Et alors qu'elle restait là, immobile dans le silence absolu du tunnel, Sophie crut entendre quelque chose. Un murmure lointain, presque imperceptible, comme le bruit du vent dans les tunnels. Sauf qu'il n'y avait pas de vent ici, des dizaines de mètres sous terre. C'était quelque chose d'autre, un son qui semblait venir de partout et de nulle part à la fois, un son qui portait presque des mots, presque un sens, mais pas tout à fait. Sophie secoua la tête vigoureusement. C'était l'air vicié du tunnel,
le manque d'oxygène, son imagination stimulée par des jours d'immersion dans cette affaire étrange. Elle remonta rapidement vers la surface, respirant avec soulagement l'air froid et pur de la montagne. En redescendant vers le village, Sophie réfléchissait à tout ce qu'elle avait appris. Il n'y avait pas d'explication rationnelle complète à ce qui s'était passé. Pas de toxines, pas de maladie mentale diagnosticable, pas de culte ou de secte impliquée. Juste 3 jeunes gens qui avaient découvert ce site abandonné, qui s'étaient exposés à quelque chose qui les avait fondamentalement changés et qui avaient fini par se laisser mourir en essayant obsessionnellement de transcrire des symboles qu'ils ne comprenaient pas eux-mêmes. Et le plus troublant, c'est que la même chose était arrivée à un groupe de mineurs presque un siècle auparavant. Quel que soit ce quelque chose dans ces tunnels, il était toujours là, attendant patiemment le prochain curieux qui descendrait trop profondément. Le lendemain, l'entrée du tunnel fut scellée avec plusieurs tonnes de béton armé. Un panneau d'avertissement fut installé, déclarant le site dangereux et interdit au public. Officiellement, l'affaire des 3 randonneurs disparus de 1992 était close. Les familles avaient leurs réponses, ou du moins autant de réponses qu'il était possible d'obtenir. Mais Sophie savait que ce n'était pas vraiment fini. Quelque part dans les archives de la gendarmerie, le carnet d'Émilie et les photographies des symboles gravés resteraient, attendant peut-être qu'un jour, quelqu'un trouve enfin le moyen de les comprendre. 3 mois s'étaient écoulés depuis la fermeture officielle de l'affaire. L'hiver avait complètement enseveli les montagnes des Alpes de Haute-Provence sous d'épais manteaux de neige, transformant le paysage en un royaume blanc et silencieux. Le site minier abandonné était maintenant scellé, marqué par des panneaux d'avertissement et considéré définitivement dangereux par les autorités. La nature, indifférente aux tragédies humaines, continuait son cycle éternel. Sophie Durand était retournée à Marseille, reprenant ses fonctions habituelles au sein de la division des affaires non résolues. Mais l'affaire des 3 jeunes randonneurs ne la quittait pas vraiment. Elle se réveillait parfois la nuit, pensant aux symboles, aux murmures qu'elle avait cru entendre dans le tunnel, à l'expression qu'elle imaginait sur le visage de Thomas pendant qu'il gravait désespérément la pierre dans l'obscurité. Elle avait maintenu le contact avec les familles des victimes, comme elle le faisait toujours dans les affaires qui la touchaient particulièrement. Les parents d'Émilie, Maurice et Claire Rousseau l'avaient invitée à Marseille pour un café un matin de mars. Ils voulaient la remercier d'avoir finalement apporté une conclusion à 16 années d'incertitude torturante. Sophie s'assit en face d'eux, dans un petit café près du Vieux-Port. Maurice était un homme dans la 60aine, les cheveux complètement blancs maintenant, le visage marqué par des années de chagrin. Claire tenait fermement la main de son mari, ses yeux encore rougis par des larmes récentes. Devant eux, une boîte en carton contenant les effets personnels d'Émilie qui leur avaient été restitués après l'enquête. « Nous voulions vous remercier », commença Maurice d'une voix rauque. « Pendant toutes ces années, ne pas savoir était intolérable. Nous imaginions tous les scénarios possibles. Au moins maintenant, nous pouvons faire notre deuil correctement. » Sophie hocha la tête avec compassion. « Je comprends, et je suis profondément désolé pour votre perte. » Claire ouvrit la boîte et en sortit quelques objets. Des photographies développées à partir de la pellicule trouvée dans l'appareil d'Émilie, le journal de voyage, quelques petits souvenirs. « Il y a quelque chose que nous aimerions comprendre, » dit-elle doucement. « Les médecins, les enquêteurs, tout le monde nous a expliqué les faits, mais personne ne peut nous dire pourquoi. Pourquoi notre fille, une jeune femme brillante, étudiante en littérature, pleine de vie et de projets, a-t-elle simplement renoncé ?» Sophie sentit le poids familier de l'impuissance face aux grandes questions sans réponse. « Madame Rousseau, je... »« Claire, s'il vous plaît, » interrompit la femme avec un faible sourire. « Claire, » reprit Sophie. « Honnêtement, nous ne savons pas exactement ce qui s'est passé dans ce tunnel. Nous savons que vos enfants ont découvert ce site abandonné, qu'ils ont été fascinés par ce qu'ils y ont trouvé. Mais ce qui les a poussés à rester là-bas, à cesser de prendre soin d'eux-mêmes, nous n'avons pas d'explication médicale ou psychologique claire. »
Maurice serra les mâchoires. Ces symboles. Dans le rapport, on parle de symboles qu'ils écrivaient tous les trois. Qu'est-ce que c'était? Sophie hésita. Comment expliquer quelque chose qu'elle ne comprenait pas elle-même? Nous pensons qu'il s'agit d'une forme d'obsession collective. Parfois, dans des conditions extrêmes d'isolement, des groupes peuvent développer des croyances ou des comportements qui échappent à la rationalité normale. C'est peut-être ce qui s'est passé, mais même en prononçant ces mots, Sophie savait qu'ils sonnaient creux. Elle pensait aux mineurs de 1911, affectés exactement de la même manière presque un siècle auparavant. Ce n'était pas une simple folie collective, c'était quelque chose de plus spécifique, de plus ciblé. Claire essuya une larme. Émilie nous écrivait régulièrement pendant ses voyages. Nous avons reçu une carte postale d'elle le 24 juillet 1992, postée de Saint-Martin-de-Belleville. Elle disait qu'il s'amusait beaucoup, que les montagnes étaient magnifiques, qu'elle nous rapporterait plein de photos. 4 jours plus tard, sa voix se brisa. Maurice passa son bras autour de ses épaules, offrant le seul réconfort qu'il pouvait. Sophie resta avec eux pendant plus d'1 heure, répondant du mieux qu'elle pouvait à leurs questions, sachant que rien de ce qu'elle dirait ne pourrait vraiment apaiser leur douleur. En quittant le café, Sophie décida de faire un détour par les archives de la gendarmerie marseillaise. Elle voulait revoir une dernière fois tous les documents de l'affaire, peut-être trouver un détail qu'elle avait manqué. Les dossiers étaient maintenant classés et archivés, mais elle avait gardé des copies de tous les éléments importants. Elle s'installa dans une salle d'archives silencieuse et étala devant elle les photographies, les transcriptions du journal d'Henri Blanc, les images des symboles. Elle les étudia pendant des heures, cherchant un pattern, une connexion, n'importe quoi qui donnerait du sens à tout cela. C'est alors qu'elle remarqua quelque chose qu'elle n'avait pas vu auparavant. Dans le journal de Blanc, l'une de ses dernières entrées cohérentes mentionnait que 3 tunnels principaux avaient été creusés dans la mine, numérotés 7, 8 et 9. Le tunnel 7 était celui qui avait été fermé en premier, celui où les murmures avaient été entendus pour la première fois. Mais le rapport géologique moderne ne mentionnait que 2 tunnels accessibles sur le site. Sophie sentit son pouls s'accélérer. Elle appela immédiatement le géologue qui avait évalué la stabilité du site avant sa fermeture, le docteur François Arnaud. Après plusieurs sonneries, il répondit « Docteur Arnaud, c'est le capitaine Durand. J'ai une question sur le site minier que vous avez étudié en novembre dernier. Combien de tunnels d'accès avez-vous identifiés ?» Il y eut une pause. 2 tunnels principaux, celui que nous avons scellé avec du béton, et un autre, plus petit et complètement effondré, qui n'était plus accessible depuis probablement des décennies. « Et vous êtes certain qu'il n'y en avait pas un 3e » insista Sophie. « Absolument. Nous avons fait un scan complet du site. S'il y avait eu un autre tunnel, nous l'aurions trouvé. » Il marqua une pause. « Pourquoi cette question ?» Sophie expliqua rapidement ce qu'elle avait découvert dans le journal de Blanc. Arnaud resta silencieux un moment avant de répondre « C'est possible qu'un 3e tunnel ait existé en 1911, mais ait été complètement scellé ou se soit effondré au point d'être invisible. La géologie de la montagne dans cette zone est très instable. Un tunnel mal soutenu aurait pu s'effondrer complètement en 1 siècle. » Après avoir raccroché, Sophie continua son analyse. Elle compara les descriptions de Blanc avec les vidéos des 3 jeunes. Thomas, Émilie et Antoine avaient exploré les structures en surface, mais ils étaient finalement descendus dans un seul tunnel, celui où leur corps avait été retrouvé. C'était probablement le tunnel numéro 7, celui que Blanc avait fermé en premier après que les mineurs aient commencé à présenter des comportements étranges. Sophie réalisa quelque chose d'important. Le tunnel numéro 7 n'avait pas été exploité normalement. Selon le journal de Blanc, c'était là que les ouvriers avaient découvert quelque chose qui les avait troublés. Ils n'extrayaient plus de minerais. Ils creusaient plus profondément, comme s'ils cherchaient quelque chose de spécifique. Et les symboles avaient commencé à apparaître peu après. Une pensée troublante traversa l'esprit de Sophie. Et si les mineurs n'avaient pas créé les symboles, et s'ils les avaient découverts, gravés dans la roche naturelle,
et avait simplement essayé de les copier, de les comprendre. Cette hypothèse expliquerait pourquoi les symboles étaient identiques en 1911 et en 1992. Ils ne provenaient pas de l'imagination des victimes, mais d'une source commune, quelque chose qui existait déjà dans les profondeurs de la montagne. Mais cela soulevait une question encore plus dérangeante. Qui ou quoi avait gravé ces symboles dans la roche, et depuis combien de temps étaient-ils là? Sophie passa les jours suivants à rechercher dans les archives historiques de la région toute mention d'activités inhabituelles liées à cette zone spécifique des montagnes. Ce qu'elle découvrit était fragmentaire, mais intriguant. Une mention dans des chroniques du XVIIIe siècle parlait de marques étranges, trouvées par des chasseurs dans une grotte de montagne. Un rapport du XIXe siècle faisait référence à des inscriptions d'origine inconnue, découvertes lors de prospections minières préliminaires. Plus elle creusait, plus Sophie réalisait que ce site avait une longue histoire de découvertes troublantes et de comportements inexplicables. Mais à chaque fois, après un incident ou une série d'événements étranges, le site était abandonné, oublié, jusqu'à ce que la génération suivante le redécouvre. Un soir de mars, Sophie reçut un appel inattendu. C'était le professeur Dubois de Lyon, celui qui avait analysé les symboles. Sa voix était agitée, presque fiévreuse. « Capitaine Durand, j'ai trouvé quelque chose. Ou plutôt, quelqu'un m'a contacté après avoir lu un article académique que j'ai publié sur les symboles. Un collègue en Norvège, spécialiste des pétroglyphes préhistoriques. » Sophie s'assit, attentive. « Et il m'a envoyé des photographies de gravures rupestres découvertes dans une grotte des fjords norvégiens. Elles datent d'au moins 3000 ans selon les analyses au carbone 14 des matières organiques trouvées dans la même strate. » Et Sophie, sa voix trembla. « Ce sont les mêmes symboles, pas similaires, identiques. » Sophie sentit un frisson parcourir son échine. « Comment est-ce possible ? » « Je ne sais pas, » admit Dubois. « Mais il y a plus. Mon collègue m'a dit que la grotte avait une réputation locale sinistre. Les Vikings évitaient cet endroit, le considérant comme hanté ou maudit. Et au début du XXe siècle, quand un groupe d'archéologues a tenté d'explorer la grotte en profondeur, 2 d'entre eux sont devenus obsédés. Ils ont passé des semaines à copier les symboles, négligeant tout le reste. L'expédition a dû être abandonnée. » Sophie resta silencieuse, absorbant ces informations. Ce n'était donc pas un phénomène isolé aux Alpes françaises. Il existait d'autres endroits, probablement dispersés à travers le monde, où ces mêmes symboles apparaissaient et produisaient les mêmes effets troublants sur ceux qui les découvraient. « Professeur, » dit-elle finalement, « je pense qu'il est préférable que vos recherches sur ces symboles restent discrètes. Nous ne savons pas ce que nous affrontons. Et je préférerais éviter que d'autres personnes ne soient affectées. » Dubois acquiesça à l'autre bout du fil. « J'avais la même pensée. J'ai détruit toutes mes copies de travail et j'ai mis les originaux sous scellés dans les archives universitaires, avec une note recommandant une extrême prudence à quiconque tenterait de les étudier. » Après avoir raccroché, Sophie prit une décision. Elle écrirait un rapport complémentaire confidentiel, destiné uniquement au plus haut niveau de la gendarmerie, détaillant tout ce qu'elle avait découvert au-delà des faits officiels de l'affaire. Ce rapport inclurait ses théories sur la nature des symboles, les parallèles historiques qu'elle avait trouvés, et surtout une recommandation forte que le site reste scellé définitivement et que toute tentative de le rouvrir soit vigoureusement découragée. Le printemps arriva dans les Alpes de Haute-Provence, faisant fondre la neige et révélant à nouveau les paysages montagneux. Marcel Fontaine, le berger qui avait découvert le sac à dos 16 ans après la disparition, retourna à ses pâturages habituels. Il évitait soigneusement la zone du site minier scellé, préférant conduire ses moutons par des chemins alternatifs, même si cela rallongeait son trajet. Un matin, alors qu'il suivait un de ses détours, il remarqua quelque chose d'inhabituel. Un groupe de 4 jeunes randonneurs, 2 hommes, 2 femmes, probablement dans la vingtaine, campaient près d'un sentier secondaire. Ils avaient étalé devant eux une carte topographique détaillée et semblaient planifier leur route. Marcel s'approcha, mu par un sentiment de responsabilité. « Bonjour », dit-il en français avec son accent local prononcé. « Vous allez où »
L'un des jeunes, un homme aux cheveux blonds attachés en chignon, lui sourit. « Bonjour, nous faisons une randonnée de découverte. Nous sommes intéressés par les vieilles mines abandonnées de la région. C'est fascinant d'un point de vue historique, vous savez. » Le cœur de Marcel se serra. « Les mines abandonnées. Il y en a une pas loin d'ici, mais elle est fermée, interdite au public, dangereuse. » Le jeune homme haussa les épaules. « Oui, nous avons vu les panneaux, mais nous sommes expérimentés. Nous avons l'équipement approprié. Et puis, ces vieux sites ont tellement d'histoires à raconter. » Marcel sentit un sentiment de déjà-vu oppressant. Il regarda ces 4 jeunes gens, pleins d'énergie et de curiosité insouciante, exactement comme Thomas, Émilie et Antoine devaient l'être en juillet 1992. Il pensa au corps qu'on avait retrouvé dans le tunnel, aux symboles obsessionnels, aux années de chagrin des familles. « Écoutez-moi bien, » dit-il avec une gravité qui fit taire le groupe. « Je connais ces montagnes depuis que je suis enfant. Mon grand-père les connaissait avant moi. Cette mine en particulier, il chercha ses mots. Il y a quelque chose qui ne va pas là-bas. Quelque chose que je ne peux pas expliquer. Mais je vous supplie, n'y allez pas. Suivez les sentiers balisés, visitez les refuges officiels, profitez de la beauté de ces montagnes. Mais restez loin de ce site. » Les 4 jeunes échangèrent des regards, mi-amusés, mi-mal à l'aise face à l'intensité du vieil homme. La jeune femme aux cheveux roux dit gentiment « Nous apprécions votre inquiétude, monsieur. Nous serons prudents, promis. » Marcel savait qu'il n'écouterait probablement pas. Les jeunes n'écoutaient jamais les avertissements des anciens, pensant qu'ils étaient superstitieux ou exagérément prudents. Il nota mentalement de contacter la gendarmerie dès son retour au village, de signaler leur présence, de demander qu'on les surveille. Mais en redescendant vers Saint-Martin-de-Belleville ce soir-là, Marcel ne put s'empêcher de regarder en arrière vers les sommets maintenant teintés d'orange par le soleil couchant. Quelque part là-haut, scellé sous des tonnes de béton, se trouvait le tunnel qui avait pris la vie de 3 jeunes il y a 16 ans. Et dans ce tunnel, gravé dans la pierre pour l'éternité, les symboles continuaient d'exister, attendant patiemment dans l'obscurité. Sophie, dans son bureau de Marseille, avait rangé tous les dossiers de l'affaire. Les familles avaient trouvé une forme de paix, aussi imparfaite soit-elle. Les corps avaient été enterrés, le site était scellé. Officiellement, l'affaire était close. Mais elle gardait dans le tiroir verrouillé de son bureau une dernière chose, une copie des photographies des symboles gravées par Thomas dans ses derniers moments. Parfois, tard le soir, quand le bureau était vide, elle les sortait et les regardait, essayant de comprendre ce que Thomas avait essayé si désespérément de transcrire. Qu'avait-il entendu dans ses profondeurs? Qu'avait-il cru découvrir qui valait la peine de sacrifier sa vie? Elle ne le saurait jamais. Et peut-être, pensa-t-elle, était-ce mieux ainsi? Certaines questions n'étaient pas destinées à recevoir des réponses. Certains mystères devaient rester scellés, non pas par peur de la vérité, mais parce que la vérité elle-même était peut-être trop dangereuse pour être connue. Un soir, en fermant le dossier une dernière fois, Sophie murmura pour elle-même « Reposez en paix, Thomas, Émilie, Antoine, votre histoire ne sera pas oubliée. » Les montagnes des Alpes de Haute-Provence continuaient leur existence immémoriale, indifférentes aux drames humains qui se jouaient sur leurs pentes. Les saisons se succédaient, le printemps verdoyant, l'été lumineux, l'automne doré, l'hiver blanc et silencieux. Les randonneurs continuaient à parcourir les sentiers balisés, photographiant les paysages spectaculaires, respirant l'air pur de l'altitude, inconscients du secret enterré sous leurs pieds. Et profondément sous terre, dans un tunnel scellé où aucune lumière ne pénétrait plus, les symboles restaient gravés dans la pierre. Témoins silencieux d'une histoire qui ne serait jamais complètement comprise, gardiens d'un mystère qui avait traversé les siècles et continuerait probablement à exister longtemps après que tous ceux qui avaient connu cette affaire ne soient eux-mêmes devenus poussière. Le temps passait, les mémoires s'estompaient, mais les montagnes demeuraient éternelles et silencieuses, gardant leurs secrets dans leur profondeur de pierre et de glace, attendant patiemment le moment où l'histoire, inévitablement,
se répéterait encore une fois, car c'était la nature de ce mystère, cyclique, patient, intemporel. Les symboles avaient été là avant les mineurs de 1911, avant les 3 jeunes de 1992, et ils seraient là après. Gravés dans la roche par une main inconnue, à une époque impossible à déterminer, ils attendaient dans l'obscurité leur prochaine découverte, leur prochain interprète, leur prochaine victime. Et quelque part dans ces montagnes majestueuses et indifférentes, peut-être qu'un autre groupe de randonneurs curieux consultait déjà une carte, planifiait une exploration, s'approchait innocemment d'une découverte qui changerait leur vie de manière irrévocable. Les montagnes gardaient le silence, comme elles l'avaient toujours fait, et dans ce silence résidait la plus profonde des vérités. Certains endroits dans ce monde n'étaient pas faits pour être explorés, certaines connaissances n'étaient pas destinées à être découvertes, et certains mystères devaient rester à jamais non résolus, scellés dans les profondeurs de la terre où ils appartenaient. L'histoire des 3 jeunes mochileiros disparus en 1992 était terminée. Mais l'histoire des symboles, elle, continuait, et continuerait toujours.